une entrevue pour poser des questions en fait sur la justice transformatrice, vu qu'il y a eu beaucoup de questionnements dans les médias de masse dans les dernières semaines, puis on veut juste donner les bonnes informations. Donc, c'est ça. Ben, j'ai choisi de parler avec toi parce que je sais que tu as des connaissances dans la justice transformatrice. Donc, tu peux nous parler de ton expérience là-dedans, là? Alors, en fait, c'est mon père qui m'a premièrement parlé de justice réparatrice. Puis ça, c'est quelque chose que lui, il a connu en travaillant avec des communautés autochtones. Puis c'est comme un peu... Ben, c'est comme ça que j'ai même... que le concept de justice alternative était comme dans ma tête. Puis je sais aussi qu'il y a comme... En fait, il y a une communauté, Lac-Barrière, des Algonquiens de Lac-Barrière, qui est une réserve proche de Lac-Rapide, puis juste à côté de Maniwaki. Là. Puis j'ai travaillé avec eux en 2008, mais j'ai gardé contact, puis j'ai essayé à toujours comme rester en contact. Et à cause de ça, j'ai des amis là-bas. Puis à un moment donné, il y avait comme une division à l'intérieur de la communauté. Puis ils ont fait un processus de réconciliation. Puis ils se sont ressortis de ça unis. OK. Tu sais, c'était vraiment... Puis c'était quand même des choses, genre, quand même, ben des divisions politiques. Mais je pense que aussi il y avait des choses, genre, interpersonnelles ou... Ouais. Il y avait autre chose, là, qui faisait... Puis des dynamiques de pouvoir entre dans les divisions. Il y avait des divisions dans la communauté. Puis à un moment donné, tu sais, on s'est fait dire, comme étant des militants en soutien de cette communauté-là, que en ce moment, ils faisaient plus de mobilisation externe parce qu'ils se concentraient sur eux, puis un processus de réconciliation. Puis, alors, on était comme, OK, tu sais, puis on demande pas de nouvelles parce que eux ils font des affaires, tu sais. Puis c'est sûr, maintenant, ils sont beaucoup plus unifiés, puis ils sont prêts à faire face à des luttes qui s'en viennent, tu sais. Unis. Puis il y a des véritables revendications qui viennent de qui viennent de tout le monde dans la communauté, pas juste une partie. Alors, genre, c'est vraiment. Puis aussi, comme la justice autochtone, genre, des genres de cours ou processus alternatifs autochtones, genre. Alors, ça, c'est vraiment, je pense, l'inspiration ou l'influence, genre, primaire, genre, pour moi, pour la justice transformatrice. Ouais. C'est comme du monde qui l'ont fait, puis qui ont comme mis la graine dans ma tête que, comme, tu sais, tu peux faire autre chose. Ouais. J'ai voté un mandat que l'ASSO soutienne les initiatives de justice transformatrice sans savoir ce que ça voulait dire. Puis je pense que j'ai dit justice transformative parce que je savais, tu sais, en tout cas, je savais pas. Puis c'est ça, après ça, on a juste moi et une femme en particulier, là, mais on a fait plein de recherches, ça c'était en comme novembre, décembre. Pendant les fêtes, on a fait plein de recherches là-dessus. Puis c'est comme beaucoup de communautés queer, communautés noires, communautés des migrants, genre non sans statut, là. Et souvent, c'est plus dans le milieu anglophone qu'il y a de la documentation sur la justice transformatrice. Mais c'est aux États-Unis, là. Ouais. C'est beaucoup, là. Puis la justice on a eu un atelier avec une femme que je connais pas son nom de famille, Lina. Elle travaille beaucoup là-dedans. Puis je pense que son groupe, c'est Life After Life. Puis c'est ça, elle a dit que la différence entre la justice transformatrice et la justice réparatrice, c'est que la justice réparatrice il y a quelque chose qui était correct, c'était comme un contrat social, on peut dire, où il y avait comme quelque chose, un statu quo, quelqu'un a comme sorti de ce contrat, a brisé le contrat, puis a fait quelque chose de mal, puis il fallait réparer. Il fallait que cette personne répare ce qu'ils ont brisé pour pouvoir revenir à ce qui était avant. Puis la justice transformatrice prend pour acquis que
l'environnement où on habite, ça produit cette erreur-là. OK. En fait, que cette erreur-là est fruit, est le fruit de... est le fruit d'un environnement malsain. OK. Alors, on veut pas revenir pour le réparer parce qu'on est déjà brisé. Et ce qu'on veut faire, c'est on va transformer. Ça m'a vraiment accroché parce que je pense, moi, je suis dans le c'est toujours social, dans une perspective de ramener ça au problème systémique, puis voir comment ça découle dans nos vies. Bon, qu'est-ce que la justice transformatrice? La justice transformatrice est une vision d'une justice alternative qui met au centre de sa mise en pratique l'implication de la collectivité, la redevabilité, la guérison et la transformation sociale. Est-ce qu'un tel processus doit nécessairement passer par une dénonciation publique? Je sais que tu en as parlé un peu plus tôt là, par rapport à une dénonciation, une confrontation qui se pouvait aussi en privé, mais j'aimerais t'entendre là-dessus. Alors, est-ce que ça doit nécessairement être public? Absolument pas, là. Genre, absolument pas. Puis genre, la personne qui décide, c'est la survivante. Excuse-moi. Je suis vraiment... j'insiste là-dessus. Genre, j'insisterai jusqu'à, genre, jamais, genre. Il faut absolument que la survivante choisisse. La majorité des dénonciations se font en privé. Tu sais, se font pas en public. Mais réserver le droit de le faire en public, c'est aussi nécessaire. Puis ça n'a pas rapport à s'il y a un processus ou pas. Tu peux pas savoir si tu vois quelqu'un dans la rue, si cette personne est en processus de justice transformatrice ou pas. Tu sais? Ça a été dit dans la presse il y a environ un peu plus d'une semaine, justement, de se faire justice sur Facebook. Donc, s'il n'y a pas d'obligation à ce que ce soit dénoncé sur Facebook et que le processus de justice transformatrice se fait pas sur Facebook puisque c'est des discussions dans la vraie vie, en privé, à plusieurs, ça veut dire que le processus de justice transformatrice ne se fait pas sur Internet. Ça se fait pas par Facebook. Genre, j'ai juste aucune façon de concevoir comment ça pourrait se faire par Facebook. Dénonciation publique, c'est une dénonciation politique. C'est aussi une dénonciation. C'est comme, c'est essayer de conscientiser, c'est un effort de se solidariser avec d'autres survivants. Alors, il y a plusieurs raisons, là, mais ça peut pas juste se faire par Facebook. Le monde, ils se réunissent pour parler du progrès. Il faut qu'il y ait des textes à lire. T'sais, les agresseurs, ils ont un devoir. On veut les faire travailler pour transformer. Alors, il faut que ces personnes-là fassent des travaux. Il faut qu'ils fassent du bénévolat au sein des lignes de crise d'agression sexuelle. Il faut qu'ils fassent des efforts pour éviter certains espaces où la survivante est. Il faut qu'eux, ils demandent permission. Il faut qu'ils commencent à pratiquer de demander la permission. Il y a tellement d'affaires, là. Il faut que... C'est sûr que Facebook... quand le monde, ils sont en train de brailler leur vie parce qu'il y a un backlash qui les attaque, là, on voit pas ça sur Facebook. C'est un processus humain, là. Ouais. Un des devoirs de l'agresseur serait justement de demander la permission pour aller à certains endroits pour éviter la présence de la survivante. Donc, ça revient un peu à une autre question que j'allais te poser. Est-ce qu'il y a des mesures punitives pour l'agresseur? Est-ce que c'est dans le but de punir? Ah oui. Non, là. Mais je pense qu'il faut... Alors, non, c'est la réponse. Genre, c'est pas dans le but de punir, c'est dans le but de transformer. Puis pour transformer, il faut sacrifier. Mais c'est pas la punition, là. Puis les sentiments de vengeance, ça existe dans la vie. Mais c'est pas pour ça qu'on fait un processus, tu sais.
En tout cas... Et demander à un agresseur de pas aller à un lieu parce que la survivante sera là, c'est dans quel but si c'est pas punitif? C'est dans le but de empowerment de la survivante. Là. Mm-hmm. Puis, comme le statu quo en ce moment, c'est que les survivantes s'excluent. Ben dans le fond, c'est pas pour punir l'agresseur, mais pour laisser... C'est pour la survivante et non contre l'agresseur parce que Oui, c'est pour que la survivante ait accès à cet endroit sans nécessairement avoir son agresseur et revivre des flashbacks. Oui, c'est ça, mais t'as bien dit là. Alors, souvent voir son agresseur va mettre les survivantes dans des états de crise, vivre des flashbacks, se sentir bizarre, ne pas pouvoir être dans le même espace que lui, ça peut être douloureux. Mm-hmm. Alors, le soutien et l'empowerment de la survivante, c'est pas la même chose que la punition d'un agresseur. Mm-hmm. Mais parfois, ces deux choses peuvent pas... ces deux choses se chevauchent, là, dans le sens que ces deux personnes sont liées. Après une agression, ces deux personnes sont liées. Mm-hmm. Alors, pour soutenir une, parfois, l'autre doit vivre des conséquences. Ouais. Mais parfois, non. T'sais, pour soutenir la survivante, parfois, il faut l'acheter de la crème glacée. Puis ça n'a rien à voir avec l'agresseur. Puis ça, c'est une façon que tu peux la soutenir, peut-être, je sais pas. Mais parfois, pour la soutenir, il va avoir des conséquences sur l'agresseur. Puis c'est comme ça qu'il faut envisager l'affaire. Mm-hmm. Que vivre ensemble, parfois, ça demande des sacrifices, des conséquences, des concessions. Puis on le fait dans le but de justice. Là, t'sais. Puis la survivante aussi, elle a envie des conséquences, là. Tous les jours, dès qu'il y a eu agression, là. Ouais. Puis, le processus va toujours être plus dur pour elle.